la conferencia inaugural a cargo del profesor Patrice Leroux de París 13, Sorbona. Creo que presentar al profesor Leroux en la mesa de Lusitania, para los que ya somos asiduos de la mesa, es totalmente innecesario. Para los que se incorporan, los jóvenes investigadores que se incorporan, creo que también, aunque solo sea por bibliografía, conocen perfectamente la trayectoria del profesor Patrice Leroux. Y para aquellos que sean personas interesadas o aficionadas con el conocimiento de la arqueología de la historia antigua, pues también la figura del profesor Leroux es una institución. Él nos va a hablar sobre esas inscripciones en la historia provincial de Lusitania, una reflexión, una apuesta, digamos, en debate de esos 25 años, todo lo que se ha avanzado, gracias en buena parte a su trabajo y al de todo el equipo que se dedica a la materia epigráfica. Y a continuación va a intervenir el presidente de mesa y de sesión matinal, el profesor José de Encarnassao. Luego daremos paso a una pequeña pausa, que tendremos aquí un café servido aquí mismo, ahí a la salida. Creo que es por esa puerta o por la de arriba, que nos servirá amablemente el Museo Nacional de Arte Romano con algún producto extremeño que hemos aportado desde Mérida. Luego continuaremos la sesión con las intervenciones de la profesora Milagros Navarro, José Luis Ramírez Ádava, el profesor Manuel Salinas y el profesor Mauricio Pastor y Amílcar Guerra. Bien, el programa lo tienen ustedes. Yo no quiero entretenerme más, simplemente agradecer al profesor Leroux su presencia, su compañía y, sobre todo, que comparta su saber y su conocimiento con esta mesa de Lusitania. Y le cedo la palabra al profesor Encarnassao como presidente de mesa. Tienes aquí esto es para pasar el... Nada mais há para dizer, atendendo a que a doutora Trinidade Gonçalves apresentou já e muitíssimo bem o professor Patrick Leroux, que nos vai falar sobre les inscriptions et l'histoire provinciale de la Lusitanie, un bilan. A palavra c'est à toi. Non, c'est au contraire. C'est comme ça. Non. La derecha. La derecha. Si ça marche. Bonjour. Je vais essayer d'abord de respecter le temps, ce qui n'est pas facile. Une demi-heure, ça passe vite avec tout ce qu'il y a à dire. D'autre part, je voudrais évidemment remercier les organisateurs et dire que je suis très heureux d'être là, d'autant que le 1er octobre, je ne peux pas oublier qu'il y a 46 ans, je devenais membre de la Casa de Velázquez, et donc je pense que ce n'est pas tellement ma science que le fait que je sois le plus ancien ici qui me vaut l'honneur de cette conférence inaugurale qui ne sera pas une conférence, mais un ensemble de réflexions de méthode, donc sur l'épigraphie et l'histoire. Précisément, un quart de siècle s'est passé et on me permettra ici aussi d'avoir une pensée pour quelqu'un qui aurait aimé, je le sais, être avec nous et qui n'a pas pu y être et qui était l'initiateur de la première Messa Redonda, qui est Jean-Gérard Gorge. Je l'ai eu par mail récemment, il m'a dit que ça n'a pas été possible. Bon, je pense qu'il a été un initiateur important et que quand il a occupé des fonctions à la Casa de Velázquez, il a poursuivi cette tâche. Et si nous sommes là aujourd'hui tous, c'est aussi un peu grâce à lui. Et donc, cela dit, je vais essayer de faire un bilan qui sera un bilan moins des nouveautés spectaculaires que des mutations de nos disciplines et de l'historiographie. En effet, il n'y a pas eu dans ce domaine de l'épigraphie et de l'histoire de grandes découvertes. Il y en a, mais ce sont d'ailleurs moins des découvertes que des relectures. L'épigraphie n'est plus, comme il y a 25 ans seulement, une science auxiliaire de l'histoire. Bon, elle avait déjà commencé à cesser de l'être, mais désormais c'est parfaitement acquis pour tout le monde.
Et donc parler de l'épigraphie, ce serait en réalité parler de la façon dont on doit écrire l'histoire, aussi bien en partant de l'épigraphie que de l'archéologie, que de l'histoire proprement dite des textes. Et donc cette épigraphie a beaucoup changé. De la même manière, l'histoire n'est plus seulement l'histoire événementielle, c'est-à-dire la chronologie, la politique, les guerres. Et d'ailleurs, ces 2 journées vont montrer que vous faites tous de l'histoire et que c'est rarement, désormais, de l'histoire événementielle. Ce qui fait que pour ne pas, empiéter sur ce que les autres vont dire, je me suis limité à ces questions d'histoire politique, militaire et institutionnelle, et que je mettrai ensemble donc l'épigraphie et cette histoire politique et institutionnelle, pour essayer de rendre compte en même temps de nouvelles manières de poser des questions et aussi peut-être de décrire l'histoire provinciale. Autrement dit, ce que je vais faire, c'est des questions de méthode et des questions importantes qui se posent toujours, car il ne faut pas croire que nos disciplines permettent d'apporter des réponses et des solutions à des problèmes qui se posent parfois depuis un siècle. Nous le verrons pour quelques-uns des problèmes. Dans cette histoire, et vous voyez donc la carte de cette Lusitanie, que je n'ai pas pu éviter de mettre avec le reste de la péninsule ibérique, alors que j'aurais aimé la mettre toute seule, je vous expliquerai pourquoi à la fin. Donc cette carte de la Lusitanie qui nous pose la question tout d'abord de sa construction, de sa confection, de pourquoi elle a au fond cette forme, ses limites et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire. Et d'autre part, une question très importante qui est au fond le fait que Mérida est omniprésente quand on parle de la Lusitanie et que cette omniprésence, elle tient d'abord au fait qu'il y a à Mérida des équipes et des documents, des gens qui travaillent avec passion et science et qui nous apportent régulièrement des données. Et donc, il n'est pas étonnant que Mérida soit omniprésente. Elle écrase parfois, d'ailleurs, de sa présence le reste de la Lusitanie. Et ce Mérida, à mon avis, pose une question intéressante que j'aurai peut-être l'occasion d'aborder. Est-ce que c'est Mérida, capitale de la Lusitanie, qui a cette omniprésence, ou est-ce que c'est simplement la Colonia Augusta et Mérida, ce qui ne serait pas tout à fait le même point de vue, ni tout à fait la même chose. Au départ, je vous parlerai donc d'événements épigraphiques, de relecture et de nouveautés, et de problèmes qui sont toujours en discussion, et donc essentiellement sur le gouvernement et l'administration de la province. Ensuite, j'évoquerai ce qui pour moi a été un silence pendant ces 25 ans, les problèmes de l'armée, non pas l'armée comme élément de la société provinciale, puisque les vétérans, le recrutement ont été étudiés, il y a des travaux de grande qualité sur ces sujets, mais c'est l'armée comme auxiliaire de l'administration, l'armée comme instrument pour faire la guerre et la paix, et l'armée qui s'entraîne également, et ses unités. Tout cela a été beaucoup moins étudié, et j'essaierai de montrer comment on peut combler peut-être ce vide. Et enfin, donc, j'essaierai de me demander où en sommes-nous, c'est-à-dire que pouvons-nous dire aujourd'hui, quelles sont les questions qui se posent à nous. Tout d'abord, sachant qu'il s'agit d'épigraphie, je parlerai de l'épigraphie et de ses limites. Et je voudrais ici insister sur un point de méthode à nouveau. On a tous la tentation de penser que seuls les nouveaux documents nous apportent des nouveautés et que, en dehors de ces nouvelles découvertes, et c'est ce qui fait d'ailleurs le grand succès de l'archéologie, parce que l'archéologie trouve toujours des choses qui n'ont pas été trouvées auparavant, eh bien on dit hors de cela, point de salut. Et en épigraphie, en histoire politique de la péninsule ibérique, il n'y a pas eu beaucoup de grandes nouveautés. Il y en a quelques-unes, mais elles sont très peu nombreuses. Mais on oublie une chose, c'est qu'en réalité, notre discipline se renouvelle beaucoup plus par la relecture d'anciens documents, par la façon de poser les questions autrement,
Et donc, aucun document n'est véritablement fermé, édité une fois pour toutes. Tous les documents sont vivants. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, avec ce qui pour moi est la plus grande découverte de ces 25 années, à savoir la question de l'inscription du pont d'Alcantara. En effet, vous savez que, à cause des Flaviens, le ius latii est devenu l'élément d'explication essentiel de toute l'histoire de la Lusitanie depuis les Flaviens. Et nous avons dans le pont d'Alcantara cette inscription qui est publiée au CIL, avec donc municipia provincie Lusitaniae stipe condlata quae opus pontis fecerunt, et des noms de peuples qui suivent. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, je le ferai plutôt par écrit, mais je voudrais insister sur un point, c'est qu'il a été montré que cette praescriptio municipia jusqu'à fecerunt est en réalité un commentaire de M. Nebrija, Antonio de Nebrija, au XVe siècle, et que donc ça n'a jamais fait partie de l'inscription qui, elle, est authentique. D'où il faut supprimer municipia, et ce qui était une aporie, ce qui était quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre, comment des arabrigenses, des paesuri, etc., dont on ne parlait jamais, pouvaient être des municipia, alors qu'on n'avait pas de la preuve qu'il y avait des municipia dans cette zone lusitanienne du nord du Tage. Et maintenant, ce contraste inexplicable a disparu, puisqu'on ne peut plus traiter ces populations de municipia. Il faut les traiter de populi ou de gentes, mais ça n'est pas municipia. Il y a un désaccord que j'aurai avec donc c'est Stilov, Elena Jimeno et une troisième personne qui l'ont publié dans le dans le Congrès international d'épigraphie de Barcelone, mais sous forme de CD-ROM. Eh bien, en 2007, je ne suis pas d'accord avec une chose, c'est qu'ils ont fait disparaître aussi stipe condlata. Et donc, ils disent, ces gens-là sont simplement contents parce qu'ils sont les bénéficiaires du pont. Personnellement, j'ai du mal à penser qu'on a fait une inscription pour mettre des noms de gens qui disaient qu'ils étaient les bénéficiaires du pont, sans qu'il y ait d'hommage, sans qu'il y ait de motif, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Donc, pour moi, là, il y a encore des choses qui ne sont pas éclaircies et qu'il faudra essayer d'expliquer mieux. Vous avez en bas la relecture avec les noms qui ont été aussi les noms de peuples qui ont été également donc changés. Ensuite, si je reviens à la carte, j'ai essayé, mais je vais passer très vite, n'ayez pas peur, j'ai essayé de faire le tour du territoire provincial et de voir ce que nous savons ou ne savons pas de ses limites, de ses subdivisions intérieures, etc. Parce que je rappelle qu'en 1990, il y avait eu un essai très intéressant de cartes nouvelles des limites de la Lusitanie et en particulier des conventus. Alors je le dis tout de suite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Personnellement, je suis prêt à rediscuter profondément cette carte. Alors pour deux raisons. La première, c'est qu'il faudrait mieux prendre position sur un certain nombre de choses et surtout ne plus employer le mot de frontière. Alors là, c'est une chose à laquelle je tiens. Les provinces romaines n'ont pas de frontières. Elles ne sont pas un État national souverain et n'ont des limites. Elles n'ont pas de frontières. Et ces limites sont faites tout simplement pour permettre au gouverneur de savoir jusqu'où il rend la justice. Mais il n'y a aucune autonomie, aucune indépendance, aucune entité politique provinciale qui puisse décider par elle-même de ceci, de cela, et de garder des frontières. Donc c'est un problème que j'aborderai aussi par écrit. Et d'autre part, donc, personnellement, j'ai du mal à croire que le conventus de Mérida ait été si étendu au détriment de Scalabis pour une bonne raison. C'est que le conventus, ça n'est rien d'autre qu'un élément pour rendre la justice. Et cette justice est à destination des citoyens romains. Or, dans le conventus de Mérida, vous avez en plus deux autres colonies qui sont Norba et Metellinum. Donc, c'est vers l'est qu'il avait raison de s'étendre et pas vers l'ouest au détriment de Scalabis. Ce qui fait que moi, je n'ai jamais véritablement accepté cette nouvelle division. Ces 25 années également ont été l'occasion, et je passe assez vite, de
se réintéresser, et ça c'est une nouveauté que j'ai notée, de se réintéresser à la question des termini augustales, c'est-à-dire cette fois-ci des limites, non pas non plus des frontières, entre des communautés, entre des cités, et des opérations de cadastration qui ont commencé entre 4 et 6 après Jésus-Christ et qui se sont étendues jusqu'à Domitien. Ce sont des phénomènes intéressants. Vous avez ici l'exemple entre des Lankienses et des Igaeditani, Idania Velia, et nous avons comme ça beaucoup d'exemples, et il y a une thèse à Santander qui a été soutenue sur ces problèmes. Bon, il y a des choses à dire comme dans tous les travaux, mais elle a fait avancer aussi le dossier et surtout l'a fait sortir de la péninsule ibérique, ce qui est toujours quelque chose d'important. Autre inscription intéressante et qui nous ramène à la prosopographie, qui est aussi l'un des fleurons et l'un des passages obligés de nos histoires politiques. Personnellement, je vous le dirai avec beaucoup de sincérité, je ne crois pas trop à la prosopographie. Et dis-moi comment tu fais de la prosopographie, je te dirai comment tu écris l'histoire. Voilà. Donc, personnellement, je ne suis pas un fan de la prosopographie, mais je comprends que quand on veut humaniser un peu tout cela, qu'on a une carrière, qu'on a un nom, qu'on a un homme, enfin, eh bien, on le saisit, on le tord par le cou et on le retient jusqu'à ce qu'il nous dise tout ce qu'il a à nous dire. Eh bien, figurez-vous que là, Alfoldi avait daté Quintus Acutus Faienanus en 1969, donc Legatus Augusti Propraetore, donc certainement c'est un erma, c'est pour ça que c'est court, donc certainement gouverneur de la province. Eh bien, en réalité, Stilov a montré que c'est vers 70-119 qu'il convient de dater ce personnage, ce qui fait que nous avons encore moins de gouverneurs des premiers temps de la Lusitanie. Vous avez ici une liste de quelques-uns d'entre eux, et les problèmes qui sont posés, c'est qu'ils ne sont pas tous trouvés à Mérida. Et cette question me ramène à une question très importante, mais vous voyez qu'il y a aussi des statues impériales à Mérida offertes par des gouverneurs, etc. Publius Claudius Laetus Macrinus Vir Clarissimus Legatus Eorum, etc. Bon, je n'insiste pas là-dessus. Et vous voyez que nous avons même des inscriptions désormais tardives. L'Antiquité tardive a gagné pendant ces 25 années en précision et en intérêt. Donc c'est une statue de Gratien ici, qui est de Mérida également, avec ce problème de vicariam praefecturam qui est très intéressant et qui donc renforce cette idée que Mérida était bien le siège du vicaire du diocèse. Et je dis siège du vicaire du diocèse parce que l'un des problèmes qui est important et qui a été abordé notamment par notre collègue allemand Rudolf Hensch, c'est la question de Mérida comme capitale de la Lusitanie. Et dans un ouvrage qui est excellent, on se demande pourquoi tout d'un coup M. Hensch, par excès de prudence qui n'a pas lieu d'être, a décidé qu'il n'était pas démontré à toute force que Mérida était la capitale de la province de Lusitanie. Et donc, il laisse le jugement en suspens avec un point d'interrogation. Alors, pour moi, il n'y a absolument aucun doute. Nous avons suffisamment de documents, suffisamment de présence de gouverneurs, etc., pour que nous nous posions ce qui est une fausse question. Et ici, j'insiste aussi sur un point, c'est que nous avons l'habitude, effectivement, de poser aussi des fausses questions. Et une de ces fausses questions, c'est le nom même de Mérida. Le nom même de Mérida, qui est CIAE. Et voilà le dossier du CIAE avec des tuiles, de la céramique, etc. Et il y a même une fistula. Et maintenant, ce petit hôtel qui est venu paniquer tous les commentateurs parce qu'il n'y a pas de point entre C et I. Et donc, il y a des gens qui ont dit, c'est genio civitatis Auguste emerite. Mais il n'y a aucune raison à ça, pour la bonne raison qu'on n'aurait pas écrit civitatis avec un I, et on aurait dit de toute façon genio cologne, c'est pas possible de dire. Alors, il faut savoir quand même que quelquefois nous sommes, moi le premier, très tordus. C'est-à-dire que pour montrer que nous sommes au courant de tous les problèmes, nous savons qu'une colonie peut s'appeler Civitas. Et donc il y a des gens qui se sont dit, voilà un exemple qui va nous montrer
que Mérida, colonie, pouvait s'appeler Cihuita. Mais il n'y a aucun doute, c'est Colonia, Julia, Augusta Emerita. Et alors on nous dit, mais elle dit jamais Julia, elle dit toujours Augusta Emerita. Alors ici, il y a plusieurs réponses. Tarragone dit-elle toujours Urs Triumphalis, etc. Victory? Nix, Taraco. D'autre part, d'autres colonies, Avanches par exemple, eh bien on le sait, a refait sa titulature au IIe siècle, et pour qu'elle soit non plus la titulature officielle, mais qu'elle soit la titulature mémorielle. C'est-à-dire, voilà notre histoire. Et nous avons été Foederata, nous avons été Helveticorum. Eh bien, pour Mérida, c'est la même chose. Colonia Julia Augusta et Merita, c'est la titulature mémorielle, c'est-à-dire, ils sont bien venus d'Auguste, des Julii, etc. Et je crois que là-dessus, je pense que c'est même pas la peine de discuter. Nous faisons couler beaucoup d'encre pour des choses qui, à mon avis, sont résolues, ne serait-ce que par par l'instrumentum, comme on dit traditionnellement. Mérida nous a aussi fourni, avec Fulcinius Trio, des inscriptions, mais surtout, nous avons la preuve désormais aussi par Mérida que les conventus sont bien de l'époque d'Auguste et qu'ils ont existé donc aussi en Lusitanie, bien que ce soit ici sous Tibère, et avec un problème, vous voyez, puisqu'il y a l'apex, est-ce que c'est un génitif singulier ou est-ce que c'est un nominatif pluriel? Je passe, ça a été suffisamment commenté, mais c'est un des documents intéressants de ces dernières années et qui parle aussi donc forcément du culte impérial. Je voudrais ajouter encore parmi les documents celui de Lugo, où il est question de Augusta et Merita, et qui nous montre que, effectivement, là encore, Augusta et Merita était bien, à mon avis, le centre politique et administratif de la Lusitanie. Je pourrais encore continuer sur la prosopographie, sur les procurateurs, mais je vais passer maintenant aux questions de l'armée. Donc c'est le deuxième point sur l'armée. J'essaye d'aller le plus vite possible. Donc, cette armée a été étudiée sous l'angle... Pardon, il y a un problème ? Ah. Je ne sais pas comment on l'enlève. ¿Cómo se quita esto de la etiqueta? ¿Alguien sabe? Muy bien. Donc, l'armée a été étudiée sous l'angle du recrutement, sous l'angle des vétérans, notamment par Jonathan, mais ces bonnes études nous renvoient à la société et au lien entre l'armée et la société. Les auxiliaires qui sont des pérégrins, les légionnaires qui sont des citoyens, voir quelles sont les cités qui ont donné ou non des soldats, etc. Et d'ailleurs là-dessus, j'insiste, dans toutes ces études sociales, ça n'est pas la province qui devrait être le centre, et c'est pour ça que j'aime de moins en moins aussi la prosopographie. Ça n'est pas la province qui doit être le centre, c'est la cité. Car on voit bien qu'il y a des sénateurs qui viennent de cités beaucoup plus petites que les colonies et qu'il y a des colonies qui ne donnent même pas de sénateurs. Donc vous voyez que ce n'est pas la province qui est en cause. Et d'autre part, je crois que nous devons aussi oublier Ronaldsheim qui nous avait créé un clan hispanique en Italie, du côté de Tibur, comme si les hispaniques s'étaient tous rassemblés pour comploter. Et il n'y avait que ça pour expliquer l'avènement de Trajan, qu'on appelait d'ailleurs l'empereur espagnol, qu'il n'a jamais été puisqu'il était l'empereur d'Italica. Donc, cela étant dit, sur l'armée, ce qui m'a intéressé personnellement, c'est d'abord, bon, vous avez les vétérans et vous avez ce document fameux avec les décorations. Il n'y en a pas si souvent pour qu'on ne l'ait pas utilisé. Quelquefois, on l'a surutilisé. Mais donc, tout le monde aura reconnu donc, les serpents qui sont des bracelets, les torques et le set de phallaires qu'on mettait
sur la cuirasse, ce qui n'est pas des décorations extraordinairement élevées, dont le soldat n'avait pas atteint un grade très élevé. Mais ce qui est le plus intéressant, et vous avez ici la fameuse inscription de Gaius Marius Zosimus, BF Legioni Septime Gemine. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'à Mérida, on trouve énormément de soldats en activité qui dépendent toujours de leurs unités, mais qui visiblement ne sont pas avec leur unité. D'où le problème qui se pose aussi pour Lyon et d'autres. Qu'est-ce que c'était que ce contingent de militaires qui visiblement était au service du gouverneur, de son officium, mais pas les bénéficiarii. Les bénéficiarii, eux, ils étaient dans une statio, ils n'étaient pas vraiment de l'officium, et ils étaient simplement nommés par le magistrat gouverneur lui-même. Ils dépendaient directement du magistrat gouverneur. Mais si j'élargis la question, il faudrait pour Mérida faire vraiment une étude systématique pour se demander quelle était la nature de ce contingent, son effectif, et ne pas chercher, c'est pas la peine, à mon avis, un camp à Mérida ou dans les environs de la ville où il pourrait avoir été en garnison. Car pour moi, c'est un praesidium et non pas une vexillatio. C'est-à-dire, c'est une garnison et ils sont logés chez l'habitant, avec le gouverneur, j'en sais rien, mais... Et d'autre part, ils devaient avoir la valeur d'une cohorte à peu près. Et je pense que c'est comme cela que l'on peut résoudre cette question de l'armée au service du gouvernement provincial et du gouverneur, sachant que, j'ai oublié, j'aurais dû commencer par là, mais tout le monde le sait, que la Lusitanie était ce qu'on appelle inermis, c'est-à-dire non pas, ça pose un autre problème, non pas sans armée, mais sans légion. Inermis, ça veut dire sans légion et pas sans armée. Il pouvait parfaitement y avoir une unité auxiliaire quelque part, mais nous n'en avons pas non plus la trace. Et ici, ce Zosime est évidemment tardif, son inscription est horrible du point de vue de la langue, mais elle est intéressante aussi parce il est dit Virginius. Il est dit Virginius, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est marié une seule fois. Et c'est évidemment quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait qu'il ait été militaire. Donc, j'en arrive maintenant à ma troisième et dernière partie. Je vous demande de m'excuser d'être allé trop vite. Et je vais essayer, dans les minutes qui me restent, de faire un bilan sur donc ces questions qui se posent à partir de la documentation et sur nos méthodes. Donc, où en sommes-nous? Je ne dirai pas où allons-nous parce que je ne le sais pas. Et donc, je vais essayer de faire un bilan. Au fond, les mutations que j'ai évoquées en commençant se trouvent confortées par l'enquête que j'ai pu mener. La grande histoire, définie par les historiens depuis longtemps comme la seule intéressante, avait condamné par avance la Lusitanie à n'être que marginale dans le sillage de Suétone évoquant l'exil d'Othon. C'est-à-dire que Othon, pour Suétone, a été exilé dans une province qui ne méritait de recevoir que des desterrados, des exilés. Les développements d'une historiographie plus attentive aux apports de l'épigraphie locale, de l'archéologie et des conditions modernes d'une exploration toujours plus exigeante a déplacé l'intérêt des spécialistes vers les réalités locales, les individus et la société, les infrastructures provinciales en matière urbaine et routière, les expressions religieuses et les mutations culturelles, toutes choses qui n'appartenaient pas de façon décisive et sûre à l'historiographie, il y a encore 30 ans. La Lusitanie s'est en quelque sorte éloignée de l'État romain. Certes, Mérida y ramène parce qu'elle était le lieu de convergence documentaire de ce qui s'était réellement passé à l'échelle de la province de Lusitanie, en résonance avec la respiration impériale. La part en est sans doute trompeuse en raison de ces déséquilibres. L'autoreprésentation, Selbstdarstellung, la dimension symbolique et la propagande voulue par le pouvoir au service de la grandeur romaine ont payé aussi un fort tribut à l'historiographie, avec en particulier la mise en forme des discours architecturaux et des espaces publics mis en scène. Pour le reste, les diverses interventions montreront de quelle manière, renouvelée ou non,
sont abordés les multiples aspects de ce qui constituait le vécu de la province. Les tendances récentes ou les modes ont été expérimentés aussi pour la Lusitanie. Enfin, sans égard pour elle, les recherches ont mis au jour ou ont donné de l'importance à des documents qui jouent toujours leur rôle d'aiguillon. Quoi qu'il en soit, l'historiographie provinciale à caractère institutionnel et politique est loin d'avoir épuisé le champ de ses recherches et ses possibilités de découverte. Si l'on s'en tient à un domaine laissé volontairement de côté jusqu'à présent ici, le culte impérial, force est de constater que sur le fond, malgré de nouveaux supports et de nouvelles recherches attentives aux monuments et aux espaces, c'est essentiellement son expression majestueuse au service de la puissance et de la grandeur de Rome et de l'Auguste qui a été mise en valeur, sans surprise. Pourtant, à y regarder de près, et ce n'est pas vrai uniquement pour la Lusitanie ni même pour les provinces occidentales, nos connaissances du culte dit impérial, de mon point de vue, demeurent en partie superficielles et ne rendent pas compte des rapports entre la dimension religieuse et la place qu'il occupait dans l'organisation et la vie provinciale. Au fond, on constate que ceux qui croient que c'est de la religion ne lui font plus jouer un rôle politique, et ceux qui croient que c'est de la politique ne lui font jouer qu'un rôle de propagande et de poudre aux yeux, en quelque sorte. Et je dois dire ici que je suis désormais en désaccord avec mon maître Robert Estienne sur le culte du chef qui serait aux origines du culte impérial. En effet, que le culte impérial ait dû son succès en Lusitanie ou ailleurs au culte du chef des Ibères, c'est d'abord oublier que tous les Hispanies n'étaient pas des Ibères. Ils étaient aussi parfois celtes. Et il me semble donc que cette dévotio ibérica doit être interprétée autrement dans le contexte des guerres cantabres d'Auguste et non pas du tout comme la base. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on cherche absolument une origine au culte impérial ou une origine au culte impérial par province, ce qui me paraît être quand même un peu exagéré aussi méthodologiquement. D'ailleurs, j'ai trouvé chez Suétone un témoignage assez intéressant à nouveau. C'est la mort d'Othon. La mort d'Othon qui indique que l'empereur, qui ne fut jamais divinisé, donc il ne peut pas s'agir de culte impérial, vit contre toute attente et en dehors de tout contexte ibérique des soldats se suicider en déplorant la mort de leur empereur pour échapper à un sort sans doute plus cruel et plus humiliant et pour marquer un attachement qui ne résultait d'aucun serment particulier. Et à mon avis, ce qui l'éclaire là encore, c'est le contexte de guerre civile et rien d'autre, comme au fond, Auguste était aussi dans un contexte de guerre civile en 27 avant Jésus-Christ. Plus que le culte impérial, c'est la figure provinciale des empereurs qui mériterait d'être analysée et renouvelée. Le prince régnant ne se confondait pas avec les cultes civiques romains qui lui étaient adressés. Nous ne sommes pas même capables de dire si tous les habitants de la province entendaient parler une fois au moins du titulaire du pouvoir à Rome, et l'on conclut peut-être trop vite que ces questions n'étaient que l'affaire des élites des cités. Au fond, la notion même de provincia demeure une sorte d'énigme et demande à être révisée et approfondie. Changer les mots n'est pas sans intérêt ni profit, mais pour passer des faits à l'histoire, il paraît indispensable de prendre du recul et de regarder la période antique autrement que comme moderne et universelle, ou poussée par les modes et les inspirations de nos contemporains qui vivent dans un monde qu'aucun Romain n'aurait pu déchiffrer. Et ici, je fais un clin d'œil à nos amis, ils savent que c'est pour sourire. Moi, je n'aurais pas appelé ça des dos pueblos, mais j'aurais appelé ça des 50 pueblos, la Lusitanie de 50 pueblos, parce que dos pueblos, nous restons dans le contexte des nations modernes qui, et je comprends pourquoi on en parle, c'est que c'est très récent que les Portugais et les Espagnols acceptent de se parler autour de la Lusitanie, et que c'est vrai qu'il y avait Mérida d'un côté et le Portugal de l'autre. Donc tout ça, je le connais, et je suis bien d'accord de ce progrès, mais moi je parlerai de la Lusitanie des 50 peuples qu'ils étaient effectivement dans l'Antiquité. L'étude des contours et des diverses limites dont on a connaissance passe toujours par la notion de frontière, de même que s'impose l'existence d'un espace public opposé à des espaces privés. Sans revenir sur des travaux connus, il n'est pas difficile de souligner que les rivières aient été autre chose que des repères commodes et non pas choisis pour l'obstacle qu'ils auraient pu représenter. Ces territoires administratifs n'étaient ni des États autonomes à la différence des cités, ni des États souverains, porteurs d'identité officielle et exprimés dans les documents. La Lusitanie n'était pas une nation
et n'avait ni gouvernement ni unité y correspondant. Je passe et j'avance. Comme je l'ai déjà écrit, limiter la lecture des faits provinciaux à la romanisation et aux éléments supposés romains des évolutions dans l'art, la culture, voire la religion, sans être illégitime, se révèle déformant et réducteur, à mon avis, le plus souvent, tout en pouvant servir, il est vrai, selon les contextes, d'outils d'analyse pour nombre de données muettes ou de détails qui échappent aux non-spécialistes. Et ici, je le dis surtout d'ailleurs pour ceux qui sont plus jeunes, c'est vrai que la romanisation, tout le monde emploie le mot, et ça semble expliquer. Mais la méthode Coué n'est pas une explication. Dire que la romanisation existe, ça ne fait pas exister la romanisation, et la romanisation est aussi variée que ceux qui en parlent et que ceux qui l'observent. C'est pour ça qu'il faut être prudent quand on parle généralement de romanisation, et quand dans nos disciplines, nous utilisons des notions générales. Privilégier la prosopographie, il ne s'agit pas de l'ignorer, c'est encore choisir une forme d'histoire univoque qui serait seule intéressante. Certes, nous ignorons les tensions, les conflits, les révoltes et les insatisfactions qui n'ont pas manqué d'exister sans pourtant laisser de traces. Mais il était nécessaire d'établir sur des faits, avec des arguments solides, que la période impériale a été pour les habitants de la Lusitanie une époque apaisée et dynamique dont la réalité même a forgé des évolutions devenues possibles et bien différentes de ce qu'aurait été un climat troublé et violent. La Lusitanie continuait inchangée et même confortée dans son statut administratif dans l'Antiquité tardive. Cette observation dit à elle seule la richesse et l'intérêt d'un objet historique qu'il faut cesser de voir comme petit, éloigné et sans grande importance, comme ça a été pendant longtemps le cas. L'attention portée ici même rapidement à l'armée montre que les questions sont bien réelles et méritent d'être soulevées et abordées avec curiosité et méthode. Il est alors peu question de guerre et davantage de société et de police. S'il fallait apprécier le contenu dominant d'un changement au cours du quart de siècle écoulé, c'est aux questions de méthode qu'il faudrait penser. L'esprit érudit d'inventaire minutieux et pour ainsi dire gratuit a atteint, de mon point de vue, ses limites. Ce qui ne veut pas dire que le spécialiste doive abandonner cette exigence de précision et d'exhaustivité. L'exemple de la Lusitanie témoigne, avec des résultats multiples, que les méthodes ont elles aussi évolué et qu'elles sont devenues diverses et adaptées aux divers questionnaires. Il est en tout cas permis de penser que l'érudition, les spécialistes et la réflexion historique, laquelle ne va pas sans la réflexion historiographique, pourront à l'avenir mieux collaborer encore pour que la Lusitanie romaine et ses populations accèdent toujours davantage à l'histoire dans ce qu'elle a de passionnant et de difficile. Il est au fond temps de la regarder aussi pour ce qu'elle était, et non plus seulement en comparaison des autres provinces ibériques ou dans le contexte des nations modernes. Je vous prie de m'excuser et je vous remercie.